Voilà, Bonjour, bonjour Marie. docteur Stéphane Résimon. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ben voilà, je suis médecin belge depuis 1985. Alors, ça fait déjà quelques années que je pratique. À la base, je suis un chirurgien ORL et j'ai fait pas mal de formations en chirurgie esthétique et de ça. Et soit dès les années 80, les années 80, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Et donc, j'ai fait du nutrition avec le docteur Curté. Et ensuite, je me suis intéressé à l'hormonologie. Je me suis fait des formations en hormonaux avec Thierry Hertog. J'ai eu plein de formateurs Tu qui as fait sont gastronomo aussi, d'après ce que j'ai compris. Vincent Castronovo, je vais le dire, Ballon Perrin, qui sont également mon collègue qui travaille à Londres maintenant, qui est, ça y est, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Et en fait, j'ai fait au départ ces formations, ces études simplement pour mon bien-être personnel, le bien-être de mon entourage. Et finalement, dans mon travail d'ORL, je suis agent ORL, ben, j'ai commencé à appliquer ce que j'avais appris. D'autant plus que j'avais un gros recrutement déjà en thyroïde, point de vue chirurgical, donc des patients qui ont des goitres, des nodules, etc. Et bien, finalement, ce boulot de multifonctionnel est devenu mon principal travail. Alors, aujourd'hui, on va aborder finalement la liaison, l'interaction entre la thyroïde et notre digestion. Vas-y, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce Eh bien, qu'effectivement, la thyroïde, les gens font beaucoup sous l'évothyrox et toutes ces cochonneries. Pourquoi est-ce que leur thyroïde pète à ce point-là? Quel est le lien avec la digestion? Voilà, heureux d'apprendre le sujet. Heureux d'apprendre le sujet. Voilà, donc je connais bien le sujet, donc c'est pas un problème du tout. Alors, il faut savoir que la thyroïde, on peut considérer que c'est un chef d'orchestre. La thyroïde gère la digestion, gère l'intestin, aussi bien au point de vue sécrétion qu'au point de vue mobilité, gère également les gonades, testicules, ovaires, gère également la surrénale avec ses 45 hormones différentes, gère également le fonctionnement du cerveau, le métabolisme via la carburation mitochondriale. Donc la thyroïde, quand elle ne va pas, il n'y a rien qui va. Et, et on peut donc imaginer que si le thérapeute, qu'il soit médecin, non médecin, un naturopathe, ne prend, ou le nutritionniste tout simplement, ne prend pas en charge le problème thyroïde sous-jacent, il va, comme on dit, entre guillemets, pédaler dans la choucroute, c'est-à-dire ne pas, fermer les guillemets, ne pas arriver à faire fonctionner son patient convenablement. Alors, je ne dis pas que la thyroïde, c'est tout, hein, on ne peut pas dire que le microbiote, c'est tout, mais c'est quand même une partie très importante du fonctionnement de l'être humain. Et je donnerai un simple exemple qui est la gastroparésie. La gastroparésie, c'est tout simplement cette sensation qu'ont énormément de patients, que dès qu'ils mangent quelque chose ou à la fin du repas, ils ont un gonflement de l'estomac, l'impression de devoir faire un renvoi, éructation, voire éructation suivie d'un petit reflux acide. Eh bien, dans la vaste majorité des cas, cette gastroparésie, paralysie de l'estomac, est liée à un manque de T3 thyroïdienne. T3, je C'est ne pas parle un pas de manque T4. d'acide gastrique, d'acide Ben oui, parce que chlorhydrique, etc. la T3 stimule la sécrétion d'acide au niveau de l'estomac, mais donc également la sécrétion d'un facteur intrinsèque qui s'attache à la B12 pour son absorption. Donc on comprend déjà que la déficience en B12 peut être déclenchée également par un manque de T3, manque d'acidité de l'estomac, mais également les enzymes de l'estomac, trypsine, chymotrypsine, mais également le flux biliaire est géré par la T3. Donc au moins on a de T3, au plus on est hypothyroïdien, au plus on a un risque également de stagnation de la bile, de maldigestion des graisses, de non-emulsification des graisses, mais également de calcul biliaire. En effet, plein d'études sont sorties qui montrent le lien étroit. Et d'ailleurs, maintenant, je suis très étonné depuis une dizaine d'années d'avoir pas mal de patients jeunes, 18, 20, 22 ans, qui m'annoncent déjà qu'ils ont été opérés de la vésicule, on leur retiré la vésicule, cholécystectomie, alors qu'avant, on voyait ça chez des personnes plutôt âgées. Mais également, le pancréas exocrine, donc le pancréas qui sécrète les enzymes digestives, les lipases, amylases, est sous dépendance de la T3. La mobilité de l'intestin également, la contraction de l'intestin qui permet d'aller aux toilettes, d'aller à la selle, est également liée à cette T3. Et donc, dans les cas extrêmes, on a un phénomène qu'on appelle une constipation qui naît de cette hypothyroïdie. Et c'est pour ça que dans l'inverse, les hyperthyroïdies, ils ont de la diarrhée. Et donc, cette T3, puisqu'elle régule l'estomac, est-ce qu'on Oui, pourrait dire, si quelqu'un a une T3 normale, est-ce qu'il peut avoir des douleurs d'estomac et des aigreurs et des problèmes d'acide exactement. chlorhydrique? Tout à fait, tout à fait. Alors, j'oserais dire, et c'est très polémique, mais j'oserais dire que les dosages sanguins n'ont aucune valeur dans la thyroïde. Ah, ah bon, la Aucune valeur. TSH, tout ça, pour toi, ça n'a pas de valeur. Alors, la TSH, c'est le pire. C'est le plus mauvais dosage qu'on puisse envisager chez un patient, c'est la TSH. Ça ne veut absolument rien dire Ah, du tout, la qu'est-ce qu'il TSH. pourrait vouloir dire quand on fait un dosage?
Ben, simplement, la TSH, c'est l'hormone qui va de l'hypophyse qui tape, entre guillemets, sur la thyroïde pour la faire sécréter de la T4. Donc, s'il y a ces diodes de tyrosine, la thyroïde va sécréter de la T4, qui est une hormone inactive. Et cette T4, elle doit encore se transformer en T3. Pour ça, il faut beaucoup de cofacteurs qui s'appellent la B12, le magnésium, le manganèse, le fer, le zinc. Et il suffit qu'il Et il manque y a un de ces cofacteurs. l'iode aussi. L'iode et le L'iode, sélénium. donc l'iode, c'est avant. L'iode, c'est avant la synthèse de T4. Donc l'iode est nécessaire avec la tyrosine, acide aminé tyrosine, pour que la thyroïde fasse de la T4. Mais là, je parle plus loin. Je parle de la T4 est là. Maintenant, cette T4 qui est une pro-hormone inactive doit être activée en T3. Et pour ça, il faut des cofacteurs qu'on appelle sélénium, zinc, manganèse. Il faut également un peu de cuivre. Il faut du magnésium, de la B12, du fer. Et donc, tu vas me dire, mais alors il suffit de doser la T3, qui est l'hormone active. Ah ben non, cette T3, elle est dans le sang, elle est produite, il faut savoir, la T3 dans tous les organes. Donc, la production de T3 au niveau thyroïdien est très faible. La T4 devient T3 dans le foie, dans le cerveau, dans les reins. Et puis, il y a une enzyme qu'on appelle une désoïdase. C'est une enzyme qui retire un iode de la T4 pour en faire de la T3 active. Et cette enzyme, il y a des variants génétiques. Donc, en gros, on peut avoir les yeux bleus, les yeux verts. Donc, c'est la génétique. Et bien, cette désoïdase, c'est plus ou moins efficace en fonction de sa génétique. Et elle peut encore être différente d'un organe à l'autre. Donc, c'est pas parce qu'on transforme bien la T4 en T3 au niveau de l'estomac qu'on le fait bien au niveau du cerveau. C'est ça qui rend très complexe le fonctionnement thyroïdien. Ah, comment on le Et la sait T3, alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? alors, dosons la T3, comme ça on sait ce qui se passe. Ben non, la T3, pour agir, elle doit agir sur un récepteur qui est intracellulaire. Donc, ce n'est pas un récepteur qui est à la surface des cellules, hein, comme la plupart des hormones. Elle doit rentrer à travers la membrane dans la cellule pour arriver à son récepteur. Et qu'est-ce qui fait qu'elle arrive là ou pas, cette T3? La vitamine D. Donc, si on a quelqu'un qui vit en Europe sans se mettre en string chaque jour, une demi-heure au soleil, il est déficitaire en vitamine D, ça tout le monde le sait. Et donc, avoir une bonne T3, avoir une biologie parfaite, une TSH basse, une T3 élevée, tout, on peut encore avoir 20 signes d'hypothyroïdie. Donc, ce n'est pas encore gagné. Alors, tu vas me dire, bon, alors dosons la T3, la vitamine, eh bien non, ce n'est pas encore Et fini. la RT3 reverse alors, non? Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a la T3 qui rentre dans la cellule, il y a une action conjointe de la vitamine A avec la vitamine D pour aller activer le récepteur nucléaire à la T3. Donc, si la vitamine A est basse, comme on a le cas chez 80% de la population européenne, ce n'est pas encore gagné. On prend une bonne T3 peut être actif. Alors, tu vas me dire, oui, donc, OK, mais non, c'est pas tout. Il faut encore que ce récepteur il puisse virer, il puisse bouger, qu'il puisse signaler via une membrane souple. Donc, si on n'a pas assez d'oméga 3 ou d'oméga 6, GLA, DGLA, bourrage, tenaille, eh bien, de nouveau, ça coince. Autre problème, c'est que cette transformation de T4 en T3 nécessite l'absence de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens. Et donc, on voit que. Et donc, la thyroïde, finalement, ce que certains résument, je dose la TSH, elle est bonne, mon patient va bien, elle n'est pas bonne, il est hypothyroïdien, c'est une erreur, mais monumentale. C'est comme si on disait, il suffit pour aller sur la Lune de mettre, autour d'une caisse, sous une caisse en bois, un gros pétard et on nous éjecte vers la Lune. C'est une erreur aussi grosse que celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu me parles de la reverse T3, autant évacuer la reverse directement. Le problème, c'est que cette T4, si elle ne veut pas aller vers la T3 parce qu'il y a des métaux lourds qui la bloquent, parce qu'il y a des carences, parce que, eh bien cette T4 va vers la reverse T3 qui va faire quoi? Elle va aller inhiber, désactiver le récepteur de la T3. Donc en fait, la reverse T3 va augmenter l'hypothyroïdie en bloquant le récepteur de la T3 active. Qu'est-ce que tu donnes comme solution pour savoir si la thyroïde est fonctionnelle et qu'est-ce qu'on fait? Il faut interroger le patient. Quels sont vos signes? Madame, est-ce que vous êtes frileuse? Ou madame, c'est votre monsieur, froid au bout des doigts des orteils. Est-ce que le matin, il vous faut 2 cafés, 3 Red Bull avant d'être en forme? Est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que vous perdez vos cheveux? Est-ce que vos coudes, talons, tibia sont secs? Est-ce que votre moral il est up and down? Est-ce que vous avez une gastroparésie? Est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que On m'avait dit que les poches sous les yeux étaient aussi un signe d'hypothyroïdie. Est-ce que le matin, vous avez des poches sous les yeux? Ça s'appelle rétention d'eau dans le visage. C'est le myxodème facial. Est-ce que, madame, le matin,
est-ce que vous savez mettre votre bague avant 11 heures du matin ou pas? Hein, les doigts gonflés au réveil, ça s'estompe en journée, c'est assez typique. Est-ce que madame, vous avez une voix de camionneur au réveil? Donc certains patients se réveillent avec une voix un peu comme ça, un peu grave au réveil, et elles viennent consulter en ORL, j'en ai plein comme ça, en me disant, docteur, vous êtes le Xème que je vois parce que j'ai une voix grave le matin, et puis ça s'estompe en matinée, et il n'y a pas d'ORL qui jusqu'à présent ont trouvé la cause. Mais madame, vous êtes tout simplement en hypothyroïdie. Et puis la dame, elle ne le savait pas. Alors, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un a plusieurs symptômes et donc, Alors, même si sa bon, TSH est bonne et T3 et T4 et T1, tu fais est-ce quoi? qu'il y en a, est-ce qu'il y en a un, deux, trois, deux, je ne m'inquiète pas trop. Maintenant, c'est 3, 4, 5. S'il y en a 20, 25, 30, ça renforce mon diagnostic. Et donc, c'est l'anamnèse qui prime. L'anamnèse, c'est tout pour la théorie. Les dosages biologiques, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais le diagnostic ne se base pas sur le dosage biologique. Le diagnostic se base sur le patient. On soigne un patient et pas une feuille de papier avec des résultats écrits dessus. Et puis, si le patient a des signes typiques, les plus typiques, c'est quoi? C'est fatigue le matin qui va mieux après un café, c'est frilosité. Moi, je ne connais pas d'autres pathologies en médecine où on a froid. Il n'y a que la thyroïde, c'est tout. Donc, quand quelqu'un dit j'ai froid ou des doigts des orteils, ça veut dire qu'il est en hypothyroïdie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si la patiente me dit je suis constipé, ça renforce Et si elle me dit j'ai de la rétention dans le visage, ou bien le matin, j'ai une température corporelle qui est à 36 ou 35,8, ben, je veux dire, voilà, il n'y a pas de doute. D'accord. Alors, une fois que tu sais qu'elle était en hypothyroïdie, tu fais quand même un bilan pour savoir si elle a suffisamment d'iode, de sélénium, de Voilà. zinc, de magnésium érythrocytaire et trucs comme ça, quand même, oméga 3. Exactement. Et donc là intervient. Alors on peut y aller. Il y a deux façons d'agir à ce moment-là. Soit on est médecin, on a accès à des dosages biologiques à ce qu'on veut et on fait de la bonne médecine. Soit on est non médecin et c'est pas du tout une critique, hein, mais on n'a pas la possibilité, à moins qu'en accord avec un partenaire médecin, de faire ces dosages. Et on dit bon, statistiquement, quand même, on est 90% en Europe de carencés en sélénium. Okay. On est 80% de carencés en zinc. C'est pour ça que 80% des Covid perdent le goulot d'oreille parce qu'ils ont pas assez de zinc. Tiens, l'iode, on est entre 60 et 80% de malchance d'être carencé en iode. OK. Le magnésium, bon, vitamine D aussi, magnésium, c'est ça. Oui. Vitamine D, c'est 100% de carence qu'on n'en prend pas entre 5 et 10 minutes par jour. Donc, je dis bien, 100% des gens sont carencés si on ne prend pas entre 5 et 10 000. J'ai des patients qui jouent jusqu'à 15-20 000 par jour. Et pour toi, le bon dosage de vitamine D, c'est quoi? 80? Plus de 80 grammes par 80. En milli-équivalent, c'est au-dessus de 170, 180. Et donc, voilà, donc soit j'ai accès à ces dosages, je les dose, soit je n'ai pas accès et je complémente mon patient en magnésium, surtout s'il a des crampes, des fasciculations. Je complémente mon patient en iode, en sélénium, en zinc, sans avoir de dosage. Et crois-moi, on ne fera pas tort aux patients, parce que pour avoir un surdosage en zinc, ça n'existe pas. En sélénium, il faut déjà aller très très fort. Et en iode, j'en ai jamais vu. Voilà. Mais vitamine D, vitamine A, tu fais les dosages. Oui, vitamine D chez les dosages, mais un patient tout venant, je n'ai pas de dosage, il n'en prend pas, je lui donne 10 000. Ils sont avec 10 000 unités de vitamine D. Et je lui dis, dans quelques semaines, on va avoir votre dosage. La vitamine A, même chose. En première consultation, j'en donne rarement, sauf s'il y a des plaintes spécifiques telles que sécheresse de peau dans le visage. Docteur, je ne vois plus rien le soir, perte de vision nocturne, je vois bien les couleurs. Sécheresse vaginale également, c'est un signe de manque de vitamine A qui est assez fréquent. À ce moment-là, j'en donne d'office. Donc, je me base très très fort sur la clinique, mais avec comme filet de sécurité un dosage biologique qui va être réalisé et je reverrai le patient dans les semaines qui suivent avec ce dosage. Et tu regardes le statut en fer, puisque la vitamine D fait indépendance. Non, évidemment, c'est clair. Alors maintenant, le fer, lorsqu'il est bas chez un homme, à part une hémorragie, c'est un cancer du côlon. Hein, non, mais il faut regarder le fer, la transférine, parce qu'il y a des gens qui ont un bon taux de fer. Vas-y, explique, parce que c'est important. Tout à fait, voir s'il n'y a pas d'inflammation, parce qu'on peut avoir des fausses ferritines élevées avec une inflammation. Mais disons, si j'ai une dame qui m'explique en consultation qu'elle a des règles abondantes, que c'est une vraie hémorragie, et qu'elle a que ultérieurement elle a un fer bas, évidemment, il ne faut pas chercher plus loin. Mais surtout, et ça pour tous mes collègues, je le recommande, jamais donner de fer et même de cuivre sans avoir un dosage biologique attestant donc, les multivitamines dans lesquelles il y a du fer, il ne faut pas donner ça. Et alors, si tu constates des carences qui ne sont pas forcément dues à l'alimentation, si les personnes se nourrissent bien, tu vas regarder le microbiote, je suppose. Ça, c'est évident. La relation thyroïde-intestin, elle est fondamentale. Ça marche dans les deux sens, puisque on sait qu'en cas d'hypothyroïdie, on a un dysfonctionnement de l'intestin qui entraîne une maldigestion des protéines de l'estomac ou des sucres plus loin dans l'intestin. Et donc, ça entraîne des dysbioses de putréfaction, hein, les gaz malodorants, putréfaction au côlon gauche.
soit maldigestion des sucres, ça entraîne de la fermentation, voire des candidoses associées. On peut avoir, parce que le sucre nourrit même chose avec les FODMAP d'ailleurs, ce sont des sucres qui nourrissent une flore pathogène. Et donc la thyroïde qui ne fonctionne pas entraîne des dysbioses. Évidemment. Maintenant, l'autre problème qu'on a, c'est que 25% de la T4 inactive devient T3 dans l'intestin. Et donc, lorsque l'intestin, entre guillemets, est pourri, la thyroïde, on ne sait pas activer la T4 en T3 en partie. Donc, et l'intestin, c'est un réservoir à hormones thyroïdiennes. Donc, il faut toujours, quand on a un problème thyroïdien ou intestinal, il faut toujours traiter les deux en même temps. Et jamais traiter l'un en se disant dans 15 jours, j'attaque l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on court après le bien-être du patient. Donc, et c'est ce que j'explique à certains collègues que tu connais d'ailleurs, qui au départ n'étaient pas de cet avis, mais je crois qu'ils commencent à changer d'avis, que pour moi, traiter une dysbiose sans traiter la thyroïde, c'est voué à l'échec, puisqu'on voit ces patients récidives 1 mois, 2 mois, 3 mois après, et puis ils vont de traitement pour leur dysbiose qui est récurrente, et on n'arrive jamais à Donc, comment tu traites la thyroïde? Est-ce que tu donnes des hormones thyroïdiennes? Qu'est-ce que tu fais? Ben, voilà, ça dépend. Est-ce que le patient a 5 signes d'hypothyroïdie? Est-ce qu'il a 30 signes d'hypothyroïdie? Donc, est-ce qu'il y a hypothyroïdie light, hypothyroïdie profonde? Est-ce que le patient a 20 ans? Est-ce qu'il a 80 ans? Je sais déjà qu'une thyroïde de plus de 60 ans, elle n'a quasi aucune chance de fonctionner toute seule sans être hormonale. Est-ce que mon patient il a une hypothyroïdie bêtement par carence micronutritionnelle? Est-ce que c'est bêtement parce qu'il manque d'iode, de sérum, d'iode, que ce patient est hypothyroïdien? Et là, je peux un peu l'appréhender, le palper en faisant du nombre de signes. Donc, si c'est des hypothyroïdies par manque de cofacteurs, de micronutriments, ben, je verrai la prise de sang. Et puis, le patient va très bien réagir à mon premier shot de vitamine D, de magnésium, de sérum, d'iode que je vais lui prescrire. D'accord. Mais si, malgré cette supplémentation, sa thyroïde ne fonctionne toujours pas, tu donnes quel type d'hormones alors? Alors, jamais de T4, donc jamais donner à un patient, et je le dis depuis, je crois, ça fait presque 30 ans, jamais donner de traitement par T4, L-thyroxine, lévothyrox, euthyrox, T-caps à un patient. C'est comme si on fournissait à ce patient du mazout pour sa cuve à mazout, on lui met 10 minutes de mazout à la maison et on ne donne pas de T3 qui est la lumière de la chaudière. C'est d'une stupidité, mais c'est d'une évidence scientifique et je ne comprends pas. Actuellement, 99% de mes patients que je reçois qui ont un traitement thyroïdien ont un traitement par T4. Et le patient se plaint d'être trop gros, fatigué, dépressif, perd ses cheveux, et le médecin represcrit cette T4, et puis il passe de Thyrox à Levothyrox, puis de Levothyrox à T-Caps, en croyant que ça va changer. Donc c'est comme de l'aspirine, de l'aspro. Et donc tu donnes quoi? Tyrol, tu donnes quoi? Oui, voilà, un peu plus simple, surtout pour la France, c'est le Tyrol. Pour le Luxembourg, c'est le même, mais qui a un autre nom qui est le Levothyrox. Donc c'est la T3 T4, un mélange T3 T4. Maintenant, le gold standard, la Rolls-Royce en traitement thyroïdien, ce sont les hormones thyroïdiennes naturelles extraites de thyroïde. Et tu les trouves où? Aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande. Tu as un site à nous donner? Non, pas du tout, c'est par les pharmacies. Et en Belgique, c'est Encantin. En Belgique, je fais une prescription pour, par exemple, l'Erfa thyroïde qui vient du Canada. Je mets un document autorisation d'importation. Le patient va dans la pharmacie du coin. Et soit le pharmacien l'a en stock, soit il n'est pas en stock. Et s'il n'a pas en stock, 3 jours après, il l'a. En France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'elles sont interdites, ces hormones. Oui. Alors, interdites, pourquoi? On n'en sait rien. Donc, on autorise des statines, on autorise des somnifères, des dépresseurs qui sont très toxiques et on interdit les traitements qui fonctionnent. Mais bon. Alors, on fait quoi quand on est en France? Qu'est-ce qu'on fait pour on reste le Tyrol. Le Tyrol, oui, c'est ça. Qui est très bien. Un demi-comprimé, un comprimé Ça dépend. Alors, par exemple, là, je suis à Ibiza, je suis à 2000 matin, 0 le midi, 0 le soir. Par contre, j'étais en Pologne au sport d'hiver il y a quelques semaines. Il faisait très, très froid. J'étais un Tyrol le matin, un le midi, un demi à 17h. D'accord. Si je vais faire un marathon en Laponie, il faut le faire prescrire par son médecin. En Laponie, il y a quelques années, j'étais à un matin, un midi, à 17h. Par contre, un marathon dans le Sahara, je suis plutôt à 2000 matin, 0 midi, 0. Donc ça dépend en fait du climat et ça dépend des signes qu'a le patient. Donc si le patient, je lui apprends ça, vous commencez par un demi et puis au bout d'un jour ou deux, vous voyez comment vous êtes. Est-ce que vos signes d'hypo que j'ai listés, donc le patient a sa liste des signes d'hypo, ont disparu ou pas? Non, montez à 3/4, montez à 1.
Maintenant, le patient, ah ben écoutez, c'est vrai ce que vous me dites, maintenant en journée, avec mon Euthyral le matin, génial, mon moral, il est stable, mon énergie en journée, c'est génial, je vais à la toilette sans problème, je suis plus constipé, mais le matin, docteur, je me lève avec les yeux gonflés, le doigt gonflé, moral bas, eh ben, c'est que le patient est en hypo pendant la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, simplement, je redonne un quart, un demi-Euthyral au coucher le soir. D'accord. Et je dis toujours, le traitement diététique, c'est pour les patients intelligents. Il faut pouvoir soi-même, en fonction de ces signes d'hypo, arriver à trouver le traitement qu'il faut. Sans être surdosé, puisqu'en hyper, on a des palpitations, nervosité, tremblements, sensation d'oppression, diarrhée, et le patient doit jongler. Donc, quand je vois un patient venir avec une prescription de L-thyroxine 150 gamma et que l'endocrinologue lui dit monsieur ou madame, c'est ce traitement toute l'année, je dis écoutez, madame, imaginez-vous, est-ce que vous allez mettre votre réglage de chauffage à la maison la même chose par moins 40 heures ou par plus 40 heures? D'accord. Donc, tu gères en Là, fonction du climat et des symptômes. les Et donc, il n'y a symptômes, pas tout à fait. d'accoutumance à l'Euthyral, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut se Non, dire, tiens, non, ça va, j'arrête. ah, jamais, non. Alors maintenant, j'ai chaque semaine des hypothyroïdiens chez qui je fais arrêter le traitement parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ce sont des patients chez qui j'ai guéri la Hashimoto. Donc les Hashimoto, ça se guérit, hein, les anticorps peuvent Ça se disparaître. guérit. Évidemment, Alors, tu alors, fais pas comment? tous, Ah oui. ils disent. Mais il faut traiter les causes, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a un Hashimoto? Vitamine D trop basse, 20 fois plus. Mauvaise flore, 80% des défenses immunitaires, c'est dans l'intestin. Donc, si on a un patient avec une dysbiose parce qu'il mange de l'avoine comme les ânes, il mange du pain avec du gluten moderne, il mange des produits laitiers, des faux sucres, où il est bourré d'antibiotiques, où il ne mâche pas bien, où il a un problème avec les FODMAP, il se fait une dysbiose, et puis l'immunité s'altère, et puis il se va faire un petit Hashimoto, qui va devenir 2 ans après une polyarthrite, qui va devenir peut-être 2 ans après une sclérose en plaques, et c'est comme ça qu'on tombe maintenant sur des jeunes de 20-30 ans qui ont sclérose en plaques, diabète type 1, polyarthrite, ils en combinent 3-4, ça explose, ça explose. Et la troisième cause de maladies donc de Hashimoto, toutes ces maladies, c'est quoi? C'est le manque de cortisol. C'est vraiment la surrénale qui n'arrive plus à sécréter cette hormone qui est capitale, le cortisol. C'est vraiment l'hormone la plus importante du corps, qui est le cortisol. Elle régule l'immunité, le cortisol. Donc en gros, s'il y a trop d'immunité, elle va la baisser, et s'il n'y en a pas assez, elle va l'augmenter. Alors, tu C'est mesures pour le ça cortisol le matin au réveil, ensuite à 11 heures et non, ensuite, non? le cortisol bullshit. Les seuls dosages valables qui aident, c'est le dosage salivaire étalé sur la journée du cortisol. Mais C'est-à-dire, de tu les prends à nouveau, quelle heure? Tu les prends à quelle heure? tu prends le matin au lever, tu prends une demi-heure après, tu prends à midi, fin d'après-midi, et on suit l'évolution des courbes. Et en fonction de l'évolution, on peut en tirer pas mal de conclusions. Mais de nouveau, le problème, c'est quand je donne mes cours en hormonaux, j'ai fait 2 hormones où vraiment les dosages sanguins, dosages urinaires, c'est vraiment pas top. C'est la thyroïde et c'est le cortisol. Il faut vraiment avoir la clinique. Et de nouveau, en cortisol, on a peut-être 30-35 signes possibles. De nouveau, si le patient a tous les signes de cortisol, qu'il est en burn-out, ben, je sais qu'il a besoin de cortisol. Je n'ai pas besoin d'une prise de sang qui me le montre. Et c'est quoi les signes d'un cortisol effondré? Eh ben, Burn-out, bien sûr. Mais... un coup de stress, on est fatigué. Compulsion pour le sucre et le sel, les deux, les chips par exemple. Ce sont des patients qui ils sont attirés par les chips, qui sont salés sucrés, et ils commencent et puis ils finissent le paquet, ils ne savent pas s'arrêter. C'est le fait d'avoir un gros coup de pompe après leur repas du midi. C'est le fait d'avoir également des douleurs. Donc le cortisol, c'est l'hormone, c'est la substance naturelle du corps qui fait qu'on a pas mal. Donc sans cortisol, on a mal. Tendinite, douleur articulaire, douleur musculaire, on s'enflamme. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins taxent ces patients-là de fibromyalgiques inguérissables, qui sont guéris en 2-3 semaines de leur fibro, qu'on traite les causes. Hein. Donc, ça, c'est Et un autre sujet. tu leur donnes quoi pour monter le cortisol? J'essaie d'abord en phyto. Moi, j'adore la ashwagandha. Il y a le schisandra, il y a les bourgeons de cassis. Il y a plein de substances qui aident le cortisol. De nouveau, si c'est une surrénale d'un petit jeune de 20 ans, ben, j'ai des chances qu'au bout d'un certain temps, la surrénale reparte. Maintenant, si c'est un papy comme moi qui a 60 ans ou plus, ben, les chances que la surrénale reparte, elles sont nulles. Hein. Donc à ce moment-là, on passe au cortisol bioidentique, qui est l'hydrocortisone, voire associé à la méthylprète ou à la prénisolone. D'accord. Et la prédnisolone fait partie aussi des grandes hormones très Oui, c'est ça. importantes. Et il y a une. Tu les donnes à quelle heure? Parce qu'il y a une chronobiologie des Alors, hormones. ça dépend de la durée de vie. C'est un peu comme la T3-thyroïdienne, la durée de vie de la T3 et du cortisol. De l'hydro sont très très courtes, 4-5 heures.
Donc souvent, il faut splitter, il faut en donner une partie le matin, une partie midi, voire une partie en fin d'après-midi ou en soirée pour la thyroïde. Mais pour le cortisol, on s'arrête à 4-5 heures l'après-midi. Parce que la durée de vie est trop courte en fait. Alors que Bon. les cortisols synthétiques, comme la prednisone ou la méthyle, ont une durée de vie plus longue, on peut le donner que le matin. Et bien sûr, en conseil alimentaire, tu conseilles les petits déjeuners protéinés, je suppose. Alors, moi, un patient qui ne veut pas manger convenablement, c'est plus mon patient. Alors, donne-nous tes prescriptions. Moi, je les Je, connais, mais il y je a suis beaucoup de un, gens qui ne te connaissent pas. je suis un bon garagiste, j'ai un garagiste Ferrari. Et si j'ai un propriétaire Ferrari qui vient chez moi et qui persiste à mettre du diesel dans sa voiture, il doit venir chez moi. Je ne sais rien faire pour lui. Alors, Donc le matin, le matin, le matin, c'est petits déj lourds, protéinés, gras, mais de bons gras évidemment. Donc le matin, c'est de la viande, du poisson, des œufs, ça peut être végétal également, mais c'est un repas qui est lourd, qui est plein de protéines, végétal ou animal, de bons gras, voilà. Et les gens qui mangent à l'envers, désolé, je ne sais pas les aider, les gens qui mangent rien le matin et qui font un festin le soir, qui viennent chez moi étant trop gros, fatigués, dépressifs, voilà, ils n'ont pas la protéine du matin, précurseur de neurotransmetteurs. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner? D'autant plus que la tyrosine du matin devient dopamine, joie de vivre, mémoire, concentration, motivation. Et noradrénaline, la pêche la journée, mais devient également l'hormone thyroïdienne. Donc, si on n'a pas de protéines le matin, on est hypothyroïdien, crevé, fatigué, dépressif. Enfin, voilà, on tourne en rond. super, super, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui font le fameux fasting, le jeûne séquentiel? Génial, quand ils sont trop gros, génial, mais il ne faut pas Mais arrêter les repas du matin. il vaut mieux sauter Pas le du repas soir. du soir, on est d'accord. Ouais, c'est évident. Ouais. Et également, attention au régime hyperprotéiné. Donc, moi, je suis plutôt pour inciter les gens à manger protéiné, mais pas que ça. Bien sûr. Et trop de régime protéiné, génial, on perd du poids très, très rapidement. Et puis, à un moment donné, ça casse, ça coince. Pourquoi? Simplement parce qu'on a un blocage à thyroïde. Le régime hyperprotéiné a induit une transformation de la T4 en reverse T3 et des récepteurs à la T3 moins efficaces. Donc, régime hyperprotéiné, ça marche et puis ça casse. Il faut manger beaucoup de légumes, tu es d'accord? Une Exactement. partie crue, une partie cuite à la vapeur, tant à faire. Exactement. Le tout cru, pas forcément, en fonction des pays où on est, bien sûr, pourquoi pas dans les pays très chauds, mais quand il fait les pays occidentaux, moi, je ne sais pas comment les gens font pour manger tout cru. Parce que tu en penses, c'est compliqué à Je ne sais pas les assimiler. questions, répète. Quand les gens mangent tout cru en Occident, chez nous, c'est quand même pas évident. Mais bah alors, le cru, ça semble très bien convenir à certaines personnes et moi à d'autres. Donc, on peut voir comment Voilà, on irait. pour lutter contre la dysbio, c'est pas évident. Non, tout à fait. Et si un vegan vient te voir, tu fais quoi? Alors, s'il est vegan, j'ai très très difficile parce qu'il ne mange pas les œufs. Et là, faire le véganisme, vu les déficiences nombreuses qu'ils ont, c'est vachement difficile pour moi. Donc, autant un végétarien, j'ai aucun problème avec ça. Et j'ai aux patients, s'il vous plaît, gardez les œufs, parce que là, au moins, Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses du fromage le matin? Est-ce que tu es pour ou contre le fromage? Vache, brebis, chèvre? Là, je suis chez des amis ici, Ibiza. Ils servent des Français, donc ils servent le fromage à la fin du repas. Je prends des petits morceaux de fromage au couteau, voilà, sans morceau de pain, sinon mes journées suivantes sont foutues. Et ben voilà, c'est un aliment plaisir, je veux dire, c'est un aliment plaisir, mais c'est pas. Pour moi, le fromage ne doit pas être un aliment de base de De base. l'alimentation. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, franchement, je trouve que c'est très complet. Ouais. Donc, tu as sorti un livre que je trouve génial. Je le montre. Il s'appelle Pleine santé. Il y a tout. C'est vraiment un livre que j'aurais voulu écrire. Il est clair. Il fait tous les liens. C'est un livre à la fois pour les thérapeutes, mais aussi pour vous, grand public. Ça peut vous donner envie de comprendre la micronutrition, de comprendre que finalement, un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament, que nous sommes dans une société qui a très appauvri ces aliments, qu'ils sont pauvres en nutriments parce qu'ils utilisent à peu près 70% de leurs nutriments, et que nous sommes des machines à nutriments parce que les mitochondries, elles marchent à ça, et que s'il en manque, votre thyroïde, elle ne marchera pas, vos mitos, elles ne vont pas marcher non plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on est malade et on prend des médicaments et ça nous fait mal en pis, soit on essaie de faire une bonne gestion. Alors, perso, je pète la forme, j'ai jamais eu de maladie grave. Mais je prends le matin, j'en prends 35 et 40 pilules le matin, j'en prends 10 à 20 le soir quand j'y pense. Il faut avoir les moyens, tout le monde n'a pas les moyens de prendre plein de pilules. Pas malade. Oui.
Voilà, mais le problème, c'est que, alors, je donne un exemple, j'aime pas le vin, j'aime pas le vin. Je peux pas faire des résurrections. Alors, Ouais. fais attention, même pas le poisson, même pas les huiles. De là, on comprend faire des oméga 3, du fil ou autre. Donc, les doigts, trouver les carences indique une mauvaise alimentation. Mais c'est pas que ça. L'alimentation, c'est quand même la base. Là, il y a un petit problème d'audio, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, merci Stéphane. Donc, J'espère. le livre ne sort que début juin. D'accord. Le livre ne sort que début juin. Il ne sort que début juin. D'accord. L'exemplaire que tu as, c'est des oui exemplaires pré-printés qui ont servi aux corrections, en fait. Donc, il y a encore plein de On fautes mettra les dedans. éléments en dessous. Ok, Voilà. merci beaucoup.